Ces personnes, connues pour leur apparence éblouissante, ont commis des crimes odieux qui ont choqué la nation. Du meurtre à l'association de malfaiteurs, leurs crimes ont laissé une trace de dévastation dans leur sillage. Rejoignez-nous pour découvrir les détails choquants de leurs crimes, le feuilleton judiciaire et les condamnations qui ont changé leur vie à jamais. Préparez-vous à être captivés par les réactions des condamnés les plus brûlants face aux peines de prison à perpétuité. Tout d'abord, nous avons Russell Burrell. Russell Burrell, un nom qui fait frémir ceux qui ont entendu parler de ses crimes. À l'âge de 17 ans, Burrell s'est retrouvé au centre d'un triple homicide qui a choqué la nation. Mais qu'est-ce qui a conduit cet adolescent apparemment ordinaire sur un chemin aussi sombre? C'est au cours de la soirée fatidique du 30 juillet 2012 que Burrell, accompagné de ses complices Timothy DeBrito, Quandel Husband et Donovan Hall, a envisagé de s'en prendre à Michael Martin, un homme qu'il considérait comme une cible facile pour un vol, ou comme il l'appelait, une lèche. Leur motif? Ils pensaient que Martin avait une réserve de marijuana et d'argent dans son appartement. Armé d'un Glock 9 mm chargé à bloc, Burrell et ses complices se sont mis en route. Le Glock, avec son chargeur de 17 balles et son viseur laser rouge, avait déjà circulé au sein du groupe. En fait, DeBrito avait utilisé la même arme quelques mois auparavant lors d'une violente altercation. Vers 22h, Burrell, Husband et Hall sont arrivés à l'appartement de Michael Martin. Lorsque Martin a ouvert la porte, il a été confronté à la vision terrifiante de Burrell, pointant l'arme directement sur lui. Sans hésiter, le trio s'est précipité dans le salon, aboyant des ordres à Martin et à une autre présence inattendue, Damien Colon. Les victimes ont été dirigées vers la cuisine, où Burrell a tiré une rafale de balles de son Glock 9 mm. Martin et Colon ont tous deux été victimes du sang-froid de Burrell. Alors que le chaos s'installe, Shemika Barrows, qui faisait la sieste sur un canapé voisin, se réveille et découvre le cauchemar qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Se rendant compte qu'elle était en danger, elle a tenté de s'échapper, mais Burrell a retourné l'arme contre elle, vidant le chargeur et mettant fin à sa vie en un instant tragique. Les actes de Russell Burrell cette nuit-là n'étaient pas ceux d'un adolescent mal avisé pris dans une mauvaise ambiance. C'étaient les actes d'un tueur calculateur au sang-froid. Après le triple homicide, les autorités n'ont pas tardé à appréhender Burrell et ses complices. En novembre 2013, Burrell, qui était encore mineur au moment des faits, a pris une décision choquante. Il a plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation de meurtre, 3 chefs d'accusation de décharge d'une arme à feu lors de la commission d'un crime de violence et un chef d'accusation de complot. Pour chaque chef d'accusation de meurtre au premier degré, il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, à exécuter consécutivement. En outre, pour chaque chef d'accusation concernant les armes à feu, Burrell a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, à purger concurremment mais consécutivement aux 3 peines d'emprisonnement à perpétuité prononcées pour les meurtres. Pour aggraver encore sa peine, il a également été condamné à une peine de 10 ans, à exécuter consécutivement, pour le chef d'accusation de complot. À la lecture de sa sentence, Burrell n'a montré aucun signe de tristesse ou de colère, son expression étant totalement indéchiffrable. Jodi Arias. La Cour supérieure du comté de Maricopa, en Arizona, est saisie du cas effrayant de Jodi Arias. Jodi Arias, connu pour son apparence frappante, est devenu le centre d'une frénésie médiatique au fur et à mesure que son procès se déroulait, révélant une histoire de passion, de trahison et d'un acte de violence brutale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements choquants qui ont conduit au meurtre de Travis Alexander, le procès dramatique qui a suivi et la sentence finale qui a laissé le monde incrédule. Dans la ville tranquille de Mesa, en Arizona, une histoire d'amour a tourné au cauchemar. Jodi Arias, une femme connue pour sa beauté captivante, a croisé le chemin de Travis Alexander, un vendeur charismatique et conférencier motivateur. Leur relation a débuté de manière assez innocente en 2006, mais au fil du temps, il est devenu évident que leur amour était tout sauf ordinaire. Leur histoire d'amour a été tumultueuse, marquée par des hauts intenses et des bas dévastateurs. Leurs amis et leurs familles décriront plus tard leur relation comme un tour de montagne russe, rempli de disputes passionnées et de moments d'alchimie indéniables. Mais sous la surface, un sombre courant se dessinait. Au fil des mois, des accusations de harcèlement ont commencé à être portées contre Jodi Arias. Travis Alexander a affirmé qu'elle se présentait chez lui sans y être invitée et qu'elle le bombardait d'appels téléphoniques et de messages incessants. L'histoire d'amour, autrefois prometteuse, avait pris une tournure sinistre. Puis, le 4 juin 2008, la tragédie a frappé. La vie de Travis Alexander a été brutalement interrompue dans sa propre maison. Son corps a été découvert avec de multiples coups de couteau, une gorge tranchée et une blessure par balle. La scène n'est rien de moins qu'un film d'horreur, un témoignage glaçant de la violence qui s'est déroulée. Dans un premier temps, Jodi Arias a donné des versions contradictoires de son implication dans le meurtre. Elle a d'abord nié avoir eu connaissance du crime, mais au fur et à mesure que les preuves s'accumulèrent contre elle, elle a changé de discours.
Arias a invoqué la légitime défense, affirmant que Travis Alexander s'était montré violent à son égard. Le procès qui a suivi a été un spectacle sans précédent. Il a duré plusieurs mois et a été émaillé de détails croustillants qui ont laissé le jury et le public stupéfaits. L'accusation a dépeint Jodi Arias comme une tueuse de sang-froid, planifiant et exécutant méticuleusement le meurtre. La défense, quant à elle, l'a décrite comme une victime poussée à bout par un partenaire violent. Enfin, après des mois de délibération, le jury a rendu son verdict. Jodi Arias a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Lors de la phase du procès consacrée à la peine, le jury n'est pas parvenu à s'entendre, ce qui a conduit à l'annulation du procès. Il semblait que l'affaire Jodi Arias continuerait à hanter l'opinion publique. Finalement, Jodi Arias a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, le 13 avril 2015. Cameron Erin. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Hillsborough, où Cameron Erin doit purger sa peine. Si le crime qu'il a commis est particulièrement tragique, Cameron Erin a également attiré l'attention par son physique extrêmement séduisant. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez les événements qui ont conduit à sa condamnation et la bataille juridique en cours. Préparez-vous à une histoire de tragédie, d'imprudence et de quête de justice. Pour comprendre les événements choquants qui se sont déroulés dans la vie de Cameron Erin, il faut d'abord se pencher sur son passé et ses premières années. Né et élevé à Tampa, en Floride, Cameron a grandi dans une famille apparemment ordinaire. Ses parents, Chris et Cheryl Erin, étaient des travailleurs acharnés qui offraient une vie confortable à leur fils. À l'adolescence, Cameron se passionne pour les voitures. Le 23 mai 2018, Cameron Erin, son frère Tristan Erin et leur ami John Barino se sont engagés dans une course de rue qui a finalement entraîné la mort de Jessica Robenolt, une mère de 24 ans originaire de l'Ohio, et de sa fille de 21 mois, Lilia Robenolt. La jeune mère originaire de l'Ohio était en visite chez des parents à Tampa ce jour-là et s'était promenée le long du boulevard emblématique. Alors qu'elle poussait sa fille dans une poussette, Reisinger Robenolt est sorti pour traverser la chaussée. Erin, qui avait 18 ans à l'époque, était au volant d'une Ford Mustang, un cadeau de fin d'études que ses parents venaient de lui offrir. Barino roulait à ses côtés dans une Nissan Altima. Des témoins ont déclaré que les deux conducteurs semblaient faire la course, entrant et sortant des voies de circulation, alors qu'ils se dirigèrent vers le nord, depuis le boulevard Gandhi. Des témoins ont également déclaré que la Nissan était légèrement en avance sur la Mustang, mais qu'elle s'est écartée juste au moment où Reisinger Robenolt s'est engagé sur la chaussée. La Mustang a alors percuté la mère et la fille. La voiture de Cameron roulait à 102 000 par heure, soit 2,5 fois plus que la vitesse limite autorisée. L'impact a été catastrophique et a instantanément coûté la vie à la mère et à l'enfant innocente. L'onde de choc de cette tragédie s'est répercutée dans toute la communauté, laissant dans son sillage une traînée de chagrin et de déchirure. La vie de Cameron Erin a changé à jamais à ce moment-là. Ce jeune homme autrefois prometteur se retrouve confronté à la dure réalité de ses actes. La frénésie médiatique autour de l'affaire l'a surnommé le condamné le plus sexy, se concentrant sur son apparence physique plutôt que sur la gravité du crime qu'il a commis. David, le mari de Jessica, avait quelques mots pour lui. Tout au long du procès, le visage de Cameron était un masque d'indifférence et à aucun moment, il n'a montré de signes visibles de détresse ou de remords pour ce qu'il avait fait. Cependant, sa condamnation allait perturber son attitude de « cool guy ». Cameron Erin a finalement été reconnu coupable d'homicide sur véhicule et de course de rue, et il a reçu une peine qui l'a conduit derrière les barreaux pour un total de 24 ans. Lorsque le juge a lu sa sentence, les yeux de Cameron Erin reflétèrent le choc, même à travers son masque. Peut-être a-t-il soudain pris conscience de la gravité de ses actes. Jeremy Meeks. Jeremy Meeks est devenu célèbre lorsque sa photo d'identité judiciaire, publiée sur la page Facebook de la police de Stockton en 2014, est devenue virale, attirant l'attention de millions de personnes dans le monde entier. Les femmes ont été séduites par ses traits frappants et l'ont surnommé l'un des condamnés les plus sexy de tous les temps. Mais derrière la sensation virale se cache un passé trouble. Meeks a dû faire face à des batailles juridiques et a purgé une peine de prison fédérale pour possession d'armes à feu. Sa libération a toutefois marqué un tournant dans sa vie. Avant que Jeremy Meeks ne devienne une personnalité connue, sa vie a été marquée par une série d'événements malheureux et un parcours qui l'a conduit dans le monde du crime. Né le 7 février 1984 à Tacoma, dans l'État de Washington, Jeremy Meeks a grandi dans un quartier difficile, entouré par l'attrait des gangs et de la violence. Adolescent, Meeks s'est trouvé entraîné dans le monde dangereux des Northside Gangster Crips, un gang de rue notoire. C'est à cette époque qu'il a été impliqué dans des activités criminelles qui ont façonné son avenir. En 2002, la vie de Meeks a pris un tournant sombre lorsqu'il a été accusé de vol et de lésions corporelles sur un enfant. Les accusations découlent d'un incident au cours duquel Meeks a agressé un garçon de 16 ans, le laissant blessé.
Ce moment a changé le cours de la vie de Meeks pour toujours. Meeks a été condamné à purger une peine de 2 ans dans une prison californienne. C'est au cours de son séjour derrière les barreaux qu'il a reconnu être membre du Northside Gangster Crips, renforçant ainsi ses liens avec le gang. Cependant, Meeks était loin de se douter que sa vie prendrait un tournant inattendu, qui le propulserait sous les feux de la rampe et captiverait l'attention du monde entier. Le 18 juin 2014, la vie de Meeks a changé à jamais lorsqu'il a été arrêté dans le cadre d'une opération anti-gang, appelée Operation Ceasefire. Le service de police de Stockton l'a répertorié comme un criminel condamné, arrêté pour des accusations de port d'armes. Mais c'est sa photo d'identité qui va devenir le catalyseur de sa nouvelle célébrité. L'Internet a été captivé par ces traits frappants et des milliers de personnes ont exprimé leur admiration. Cela n'a pas empêché un juge fédéral de le condamner à 27 mois de prison fédérale. Aujourd'hui, Meeks est sorti de prison et est devenu un mannequin de mode et un acteur bien connu. William Hammonds. Le tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, à Cleveland, Ohio, prononce actuellement la sentence de William Hammonds. Hammonds, membre du célèbre gang des Félons sans cœur, s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsqu'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 100 ans. Mais ce n'est pas seulement son crime qui a attiré l'attention du public, c'est aussi son physique qui a fait sensation. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez les détails du crime de Hammonds, son apparence captivante et sa réaction à la condamnation à perpétuité. William Hammonds, un habitant de Cleveland, Ohio, âgé de 24 ans, est devenu célèbre lorsqu'il s'est retrouvé au centre d'un procès pour meurtre très médiatisé. Mais ce n'est pas seulement le crime en lui-même qui a attiré l'attention du public. C'est l'allure frappante de Hammonds qui a fait de lui une sensation. Avec sa mâchoire ciselée et ses cheveux parfaitement coiffés, il a rapidement attiré l'attention du public. Cependant, derrière son apparence séduisante se cache un passé sombre et inquiétant. Hammonds était membre du célèbre gang des Heartless Felons, connu pour son implication dans les crimes violents et le trafic de drogue. Le gang opérait dans les rues de Cleveland, semant la peur et la terreur au sein de la communauté. Les activités criminelles de Hammonds ne se limitaient pas à des délits mineurs. En 2012, il a été impliqué dans un meurtre brutal qui a choqué toute la ville. La victime, Sharon Anderson Norfus, a été brutalement battue et laissée pour morte. Selon les rapports de police, le 4 mai 2012, Hammonds a utilisé un porte-clés pour entrer dans l'immeuble d'habitation de Sharon Anderson Norfus à Shaker Heights, sur Warrensville Center Road. Il a ensuite agressé sexuellement la maquilleuse de 60 ans à l'intérieur de son appartement et lui a demandé sa carte bancaire et son code confidentiel. Malheureusement, Anderson Norfus s'est débattu pour s'enfuir et Hammonds l'a étranglé. Les preuves contre Hammonds étaient accablantes et il a finalement été condamné pour meurtre aggravé. Les détails du crime étaient effroyables et choquants. La communauté a exigé que justice soit faite et Hammonds a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 100 ans. Cette peine reflète la gravité de ses actes et envoie un message clair. De tels actes de violence ne seront pas tolérés. Pendant son incarcération au centre correctionnel du sud de l'Ohio, Hammonds a continué à faire les gros titres. Il a envoyé des menaces de mort au juge Michael Astrab, du tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, qui présidait son procès pour meurtre. Cet acte de représailles a encore renforcé sa réputation d'individu dangereux et imprévisible. Hammonds a plaidé coupable pour un chef d'accusation de représailles, un crime du 3e degré, ainsi que pour 3 chefs d'accusation de menaces aggravées et a été condamné à une peine supplémentaire de 36 mois d'emprisonnement. Heavenly Arroyo. Ensuite, nous avons Heavenly Arroyo, une jeune femme de 18 ans qui a commis un crime odieux qui a choqué toute une communauté. Arroyo a attiré l'attention des médias et du public par sa beauté frappante, malgré la nature brutale de son crime. À Fall River, en ce jour fatidique du 6 octobre 2019, Arroyo a poignardé 70 fois une femme de 68 ans dans sa chambre à coucher. La victime, Ana Vasquez Rodriguez, était clouée au lit après avoir subi un accident vasculaire cérébral et n'avait aucune chance de se défendre. Rejoignez-nous pour explorer les détails choquants de cette affaire et découvrir la réaction d'Arroyo à sa condamnation à perpétuité. En ce jour fatidique du 6 octobre 2019, Fall River a été changé à jamais par un acte de violence brutale. Heavenly Arroyo, une jeune femme de 18 ans à l'allure éblouissante, a commis un crime qui a provoqué une onde de choc dans la communauté. Arroyo était hébergé par son grand-oncle dans la maison de Johnson Street, où l'incident tragique a eu lieu. Une semaine auparavant, sa mère avait demandé à son grand-oncle de prendre la garde d'Arroyo, dans l'espoir de lui apporter stabilité et soutien. Ils étaient loin de se douter que cette décision aurait des conséquences terribles. La victime, Ana Vasquez Rodriguez, était une femme de 68 ans et la mère de la petite amie du grand-oncle d'Arroyo. Elle avait subi une attaque cérébrale et était clouée au lit.
incapable de se défendre contre le danger imminent qui la guettait dans sa propre maison. Le jour du crime, le grand-oncle d'Arroyo et sa petite amie avaient prévu de l'emmener à New York pour rendre visite à un parent et obtenir des documents légaux. Cependant, des problèmes de voiture ont retardé leur voyage, provoquant la frustration et l'impatience d'Arroyo. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'agitation d'Arroyo s'intensifiait, alimentée par l'anticipation croissante du voyage. En fin d'après-midi, sa rage impulsive atteint son paroxysme. Arroyo a pris une paire de ciseaux dans la cuisine et s'est rendu dans la chambre d'Ana Vasquez Rodriguez. La scène qui s'est déroulée n'est rien de moins qu'un cauchemar. Arroyo s'est lancé dans une attaque frénétique, poignardant la victime sans défense 70 fois. La brutalité du crime a été amplifiée par la vulnérabilité de la victime. Ana Vasquez Rodriguez, clouée au lit en raison d'une attaque cérébrale, n'avait aucun moyen de se défendre contre l'assaut incessant. Ses appels à la pitié sont tombés dans l'oreille d'un sourd, alors que la rage d'Arroyo la consumait. Lors de cet acte horrible, la seule autre personne présente dans la maison était le petit-fils de la victime. À son insu, une tragédie se déroulait à quelques pièces de là. Absorbé par un jeu vidéo, il portait un casque qui le protégeait des bruits de la lutte et des appels à l'aide. Après l'attaque impitoyable, Arroyo a pris des mesures calculées pour effacer ses traces. Elle s'est rapidement débarrassée de ses vêtements ensanglantés dans une benne à ordures proche, effaçant ainsi toute preuve physique pouvant la relier au crime. Avec un calme glacial, elle s'est approchée du petit-fils de la victime, prétendant que sa grand-mère ne se sentait pas bien. Le petit-fils, ignorant l'horreur qui s'était déroulée, s'est fié aux paroles d'Arroyo. Ce n'est que lorsqu'il a pris des nouvelles de sa grand-mère que l'ampleur de la tragédie est apparue. Le spectacle qui s'offrait à lui était d'une violence et d'une perte inimaginables. En état de choc, il a immédiatement composé le 911, cherchant désespérément de l'aide. La police est arrivée rapidement et sa présence a marqué le début de la fin de la tentative d'Arroyo d'échapper à la justice. Dans un premier temps, elle a tenté de détourner la responsabilité en inventant une histoire d'homme masqué qui aurait fui les lieux. Cependant, le poids de sa culpabilité s'est avéré trop lourd à porter et elle a fini par faire une série d'aveux spontanés à charge pendant sa garde à vue. Le procès de Heavenly Arroyo a captivé la communauté de Fall River, car les détails choquants de son crime ont été exposés à la vue de tous. De l'autre côté, Heavenly Arroyo, avec son apparence frappante, se tenait devant le tribunal, son comportement ne trahissant aucun remords. L'accusation a brossé un tableau saisissant de la scène du crime, décrivant la frénésie de coups de couteau qui avait eu lieu dans la chambre de la victime. Le nombre de coups de couteau infligés à Ana Vasquez Rodriguez témoigne de la brutalité des actes d'Arroyo. Au cours du procès, la défense a tenté de faire la lumière sur l'état mental troublé d'Arroyo au moment du crime. Elle a fait valoir que son âge, 15 ans, et ses problèmes de santé mentale devaient être pris en compte lors de l'examen de sa culpabilité. Cependant, l'accusation a répliqué en soulignant la gravité du crime et la nécessité de protéger la communauté d'une personne capable d'une telle violence. Après des délibérations approfondies, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre au second degré. Arroyo a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 19 ans. La sévérité de la peine reflète la reconnaissance par le tribunal du danger que représentait Arroyo pour la société, malgré son jeune âge au moment du crime. Martis Fuller. Notre dernière affaire se déroule au palais de justice du comté de Kenosha, où Martis Fuller est sur le point d'être condamné. C'est en mai 2019 que Fuller, une adolescente à l'époque, a commis un crime odieux. Nous explorerons les détails du crime, la beauté de Fuller qui a attiré l'attention des médias et les procédures dramatiques de la salle d'audience qui ont conduit à sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était un après-midi apparemment ordinaire à Kenosha, dans le Wisconsin, le 9 mai 2019. Kaylee Juga, une jeune fille dynamique de 15 ans, et sa mère, Stephanie Juga, venèrent de rentrer de l'école et se préparaient avec enthousiasme à une sortie en camping en famille. Elles étaient loin de se douter que leur vie allait être bouleversée par un acte d'une violence inimaginable. Martis Fuller, un garçon de 15 ans à l'allure remarquable, nourrit une colère profonde à l'égard de Kaylee et de sa mère. Il leur reprochait d'être à l'origine de son expulsion de l'école et de son exclusion de l'équipe de football. Rongé par la rage, Fuller a mis au point un plan sinistre pour se venger. Fuller a méticuleusement planifié ses actions, faisant preuve d'un niveau de préméditation effrayant. Il a demandé l'aide d'un ami pour se procurer une arme et des munitions, s'assurant ainsi qu'il avait les moyens de mettre à exécution ses intentions meurtrières. Pour brouiller les pistes, Fuller a même demandé à un proche de se débarrasser de l'arme, une démarche qui sera plus tard reliée au crime par le laboratoire d'analyse criminelle de l'État. Ce jour-là, alors que la famille Juga se préparait à partir en camping, Fuller a saisi l'occasion de frapper. Connaissant parfaitement la maison des Juga et l'emploi du temps quotidien de Kaylee, il est entré par le garage ouvert, sans se faire repérer. La mère et la fille
qui ne se doutaient de rien, étaient à l'étage et vaquaient à leurs occupations habituelles sans se douter de l'horreur qui les attendait. Alors que Stephanie et Kaylee vaquent à leurs occupations, Fuller se tapit dans l'ombre, attendant le moment idéal pour frapper. Soudain, des coups de feu retentissent, brisant la tranquillité de la maison. En l'espace de quelques secondes, Kaylee a reçu 5 balles et sa vie a été brutalement interrompue. Stephanie, qui s'est retrouvée face à Fuller au 2e étage, a reçu 2 balles alors qu'elle tentait désespérément de se cacher de l'assaillant. Les suites de la fusillade ont été une scène de dévastation inimaginable. Stephanie, blessée et en état de choc, a découvert sa fille bien-aimée sans vie sur le sol de sa chambre. La communauté de Kenosha a été ébranlée par l'acte de violence insensé commis par Martis Fuller. Les détails choquants de son plan calculé, sa connaissance intime de la maison des Juga et la brutalité même du crime ont fait l'effet d'une onde de choc dans la ville. La perte de Kaylee, une jeune fille prometteuse à l'avenir radieux, a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. Au fil de l'enquête, les procureurs ont dressé un tableau inquiétant de l'obsession de Fuller pour Kaylee. Des témoins ont raconté qu'il l'avait harcelée sans relâche à l'école et au travail, faisant preuve d'une absence totale de remords à l'égard de ses actes. Le procès qui a suivi a révélé l'étendue effrayante des sombres intentions de Fuller et les conséquences dévastatrices qui en ont découlé. Les procureurs n'ont pas perdu de temps pour présenter leur dossier, dressant un portrait effrayant de l'obsession de Fuller pour Kaylee Juga. Ils ont mis en évidence un schéma de harcèlement et d'intimidation qui a marqué la vie de Kaylee, tant à l'école qu'à son domicile. L'accusation a également souligné le caractère calculé des actions de Fuller. Elle a révélé qu'il avait minutieusement préparé son crime, qu'il s'était procuré une arme et des munitions et qu'il avait demandé l'aide d'un proche pour se débarrasser de l'arme. Le laboratoire de police scientifique de l'État a confirmé que l'arme utilisée lors de la fusillade correspondait à celle dont s'était débarrassé le parent de Fuller, ce qui a renforcé les preuves contre lui. Au fur et à mesure du procès, la défense a tenté de donner une image différente de Fuller, celle d'un innocent et d'une victime. Son avocat, Carl Johnson, a soutenu que Fuller avait été injustement dépeint par les médias et a maintenu l'innocence de son client. Johnson a plaidé auprès du juge, demandant la possibilité d'être libéré dans 25 à 30 ans, une demande qui est tombée dans l'oreille d'un sourd. La procédure judiciaire a pris une tournure dramatique lorsque Fuller a été accusé de manipulation du jury. Les procureurs ont présenté des preuves d'appels téléphoniques en prison, au cours desquels Fuller a tenté de contacter 3 jurés, ceux qui constituent une violation flagrante de la loi. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, renforçant encore la perception de Fuller comme un individu dangereux et manipulateur, coupable de tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine s'est déroulée dans la plus grande sérénité. Stephanie Juga, la mère éplorée de Kaylee, ayant fait une déclaration déchirante sur l'impact de son geste sur la victime. En fin de compte, la juge Mary Kay Wagner a prononcé sa sentence, garantissant que Fuller passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, sans possibilité de libération conditionnelle. En conclusion de cette vidéo glaçante de condamnés les plus sexy réagissant à leur peine d'emprisonnement à perpétuité, nous nous rappelons que le mal peut résider dans n'importe quelle personne, quelle que soit son apparence. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.